Alors, il s'agit de la dernière présentation de cette matinée passionnante. Nous accueillons maintenant en visioconférence madame Steph Beaudeaubrière, qui est cofondatrice et coprésidente de la fédération Autopache, qui est une fédération d'associations de personnes concernées, et on va maintenant lui laisser la parole sur la thématique, du TDAH entre trouble, mode et négligence, un diagnostic qui a la vie dure et rend la vie dure, par son expertise. La parole est à vous, Steph. Merci beaucoup d'avoir patienté jusqu'à maintenant et nous allons être très attentifs à votre présentation. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci à Lucille aussi de m'avoir envoyé un mail pour recentrer mon intervention. Je vous avoue que j'aime pas du tout témoigner. Voilà, j'aime pas du tout parler de moi et de mon parcours. Je sais pas si je vais être en fait, très représentatif non plus, voilà, de cet attendu et pour tout vous dire et être très honnête, c'est la première fois également que je témoigne réellement sur mon TDAH. Voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi, avec, ce témoignage. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais partie sur quelque chose d'un peu décentré par rapport à moi et donc j'ai essayé de repartir un petit peu de mon parcours de vie. Alors, c'est vrai que le TDAH finalement, en tout cas cette hyperactivité, paradoxalement, ça a été certainement ce qui a été la première chose de détecter chez moi, le plus visible et c'est ce qui aura été de diagnostiquer en dernier dans le parcours. Donc, j'ai un parcours de vie évidemment, alors moi je suis née en 1976, et donc, ça explique, hein, certainement aussi, alors je ne sais pas si ça explique tout, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que les difficultés de diagnostic et de fonctionnalité au quotidien, ça s'explique pas que, par, la temporalité. Malheureusement aujourd'hui on a encore des difficultés, en 2025, au niveau des diagnostics, mais en tout cas c'est sûr que ça impacte, hein. On n'a pas eu les mêmes classifications, les mêmes connaissances, la science a beaucoup évolué. Mais c'est sûr que voilà, quand on est dans les années 80, à l'école, dans son quotidien, il y a pas la même connaissance. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon pédiatre qui, pour le 1 avait parlé déjà d'hyperactivité. Après, qu'est-ce qu'on mettait derrière le mot hyperactivité, même si c'est vraiment ce mot-là qui avait été prononcé? Certainement pas la même chose que ce qu'on met aujourd'hui. En tout cas, c'est quand même un état, voilà, un comportement, qui se manifestait dans tous mes espaces de vie. Dont mes parents peuvent témoigner très tôt, à l'école également et qui impactait, on va dire, de manière significative et qui d'ailleurs, était suffisamment envahissant pour certainement masquer d'autres choses puisque j'ai aussi un trouble du spectre de l'autisme qui aura été, diagnostiqué, bien plus tardivement en tant que jeune adulte alors que, cet aspect, hyperactif, on va dire, était présent très tôt, et a impacté aussi ma scolarité et impactait mon quotidien. Voilà, donc c'était quelque chose qui prédominait. Alors, même si le pédiatre, lui, avait prononcé le mot d'hyperactivité, à l'époque, hein, dans les années 80, on parlait d'enfants turbulents, intenables, j'avais même le surnom de bulldozer, voilà. Il y avait des tas de termes où on n'était pas dans une époque, diagnostique. Voilà, autant peut-être que maintenant on est parfois alors dans une du sous-diagnostic, puis parfois dans du surdiagnostic. Je ne sais pas si, voilà, on est dans un côté où parfois on voit du diagnostic partout et puis à contrario, il y a des moments où on se dit: «On ne voit pas assez peut-être, là où il faudrait, poser à bon escient un diagnostic». En tout cas, moi, à mon époque et dans mon enfance, on n'était pas encore cette génération diagnostique. À à contrario, je modulerais un peu ça en disant que j'ai eu aussi un cadre de vie, notamment dans l'école où j'étais, qui était, voilà, j'étais dans une école, catholique, dans lequel il y avait déjà des enfants, en situation de handicap. Alors moi, on ne me considérait pas, comme une enfant handicapée à proprement parler, mais je pense que, vu les épisodes que j'ai pu quand même avoir, j'aurais pu être déscolarisée. Or le fait, j'étais même avec des bonnes sœurs à l'époque, hein, tout au début. Alors je n'avais pas une famille forcément très catho, hein, mais il s'avère que j'étais à Verneuil-sur-Seine. Ceux qui connaissaient, j'étais à fameuse école Notre-Dame des Oiseaux et il y avait en tout cas un côté, très compassion.
voilà, pour les enfants, turbulents, et donc j'ai en tout cas bénéficié d'un environnement très bienveillant. Voilà, qui m'a permis, de ne pas être déscolarisée malgré des épisodes quand même, très impulsifs où je ne tenais vraiment pas en place. Voilà, j'étais rarement assise sur ma chaise, j'étais plutôt sous ma chaise. On allait également me chercher, donc la maîtresse était obligée de sortir avec toute la classe pour aller me chercher dans le parc, qui faisait quand même plusieurs hectares. Donc ça, c'est ça, voilà, ça a vraiment marqué mon enfance, mais c'est vrai que, voilà, à cette époque, est-ce que c'est un trait de caractère, de personnalité? Est-ce que c'est un signal clinique? On ne se posait pas la question. Voilà. On a été ravis de voir que ma maman, elle tenait en place, que j'avais des parents effectivement qui ne m'éduquaient pas mal. Ça ma maman s'en souvient très bien, quand elle est venue la première fois à une réunion, convoquée par ma maîtresse à l'époque, la première réaction de la maîtresse, c'est: «Ah bon, c'est vous la maman de Stéphanie?» Parce que je pense qu'ils s'attendaient à voir arriver une énergumène, voilà, il y avait déjà en tout cas ces appréhensions de se dire: «Avec une enfant comme ça les parents doivent être, complètement hors sol». Donc ça, c'est vrai que ça a été, cette enfance, et j'étais en échec scolaire, pendant une grande partie, de ma scolarité avec, des comportements, très impulsifs qui m'ont aussi amenée jusqu'à l'hôpital déjà dans la petite enfance, parce que je ne maîtrisais pas non plus ma force et je pouvais, bousculer des enfants, jusqu'à leur faire mal. Donc ça, c'était, des choses qui intriguaient un peu, et c'est vrai que ma maman notamment s'étonne que ça n'ait pas été plus loin, à l'époque. Voilà, donc ça, c'est des la maîtrise des gestes, de la force, était quelque chose aussi qui j'avais pas de problème moteur en soi, mais je ne maîtrisais pas en tout cas ma force. Après, je crois que très vite, il y a eu cette question en fait du savoir au savoir-être en passant par le savoir-faire. Alors ça concerne pour moi aussi bien l'autisme, heu, que le TDAH, et vous allez voir dans la suite de mon témoignage, c'est compliqué, heu, de savoir qu'est-ce qui appartient à l'un ou l'autre des diagnostics, sans compter que je n'ai pas que ces 2 diagnostics. C'est pour ça que c'est toujours compliqué pour moi dans mes témoignages et dans ma vie de tous les jours, et pour les médecins et les professionnels aussi qui ont été amenés à croiser mon parcours et qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Savoir qu'est-ce qui appartient à quoi, et comment accompagner et m'accompagner de manière globale, c'est pas si évident que ça. Et en même temps, moi, je suis arrivée aussi à un moment donné à une phase de ma vie où je me suis dit: «Mais, est-ce que le plus important, c'est de savoir, ou aussi à un moment donné de m'aider à avancer dans ma qualité de vie?» Ça, je crois que c'est aussi une vraie question, à un moment donné, qu'il va falloir, qu'il faut se poser quand il y a notamment des troubles associés. Donc moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir fait que les choses soient claires en tout cas, d'avoir fait le tri dans tout ça et d'avoir rencontré les bonnes personnes sur mon chemin. C'est pas le cas de tout le monde, et je crois que c'est un message à faire passer, c'est peut-être aussi celui-là. Et j'ai une slide qui pose cette question des diagnostics, nosographiques et des bilans fonctionnels. Donc il y avait effectivement cette hyperactivité, il y avait ce déficit d'attention, cet impact donc qui a vraiment joué sur ma scolarité, qui fait que j'ai fini par redoubler. Alors à l'époque, moi j'ai été notée sur 100, je sais pas si, voilà, tiens, nous à l'école Notre-Dame-des-Oiseaux, on était notés sur 100. J'ai redoublé avec 8 sur 100. C'était quand même je pense un exploit, hein. Je crois pas été dans le Guinness des records, mais je pense que c'était pas loin. Sachant que j'avais jamais la moyenne, hein, mais on me faisait passer parce que tout le monde, voilà, était, assez, stupéfait par, une certaine intelligence que j'avais, et on me faisait passer malgré mes mauvais résultats. On s'était rendu compte aussi en CP, alors que personne pensait que j'avais appris à lire, que je savais lire, par exemple. Donc ça, c'est aussi un petit peu des choses qu'on va retrouver parfois, dans le contexte parfois de l'autisme. On a l'impression que les enfants n'apprennent pas, et puis finalement, certains apprennent et on ne sait pas comment ils ont appris. Donc vous voyez, il y a un peu cette, une fois encore, hein, des choses comme ça qui peuvent apparaître, soudain, mais dans les enfants hyperactifs, on sait qu'ils ont aussi des modalités. On a des modalités des fois d'apprentissage qui fait que c'est sûr que c'est pas assis sur une chaise avec, un livre, qu'on apprend le mieux. Il y a des besoins moteurs, le fait de bouger, et ça mon papa l'avait compris, et j'avais effectivement
des modalités d'apprentissage à la maison. Alors pas du tout avec ma maman, hein, précise, c'était plus avec mon papa. Donc là, les interlocuteurs et les modalités d'apprentissage devaient être en fait adaptées, à mon mode de fonctionnement très physique. L'hyperactivité physique était très, prédominante à l'époque, donc très visible. Donc j'ai été une enfant pas considérée en situation de handicap, j'ai pas de troubles, de développement, intellectuel. J'avais même plutôt une intelligence vive. On m'a diagnostiqué plus tard une précocité. Donc tout ça évidemment, c'est ce qui floute encore plus, le diagnostic et j'étais également très variable. C'est-à-dire que la variabilité, elle va aussi être, dans mon histoire en tout cas, concomitante avec, un peu l'enchevêtrement de mes diagnostics et notamment quand il y a un trouble du spectre de l'autisme et un TDAH. Le TDAH et cette hyperactivité, faisait que je semblais comme ça, bah, peut-être un peu, comment, il y a un côté un peu exorbitant dans le côté hyperactif. On a l'impression que l'enfant finalement pourrait être extraverti. J'avais en plus du caractère, je l'ai toujours, hein, peut-être même un sale caractère parfois, mais voilà, il y a le côté caractère aussi qui en joue. On n'est pas que des fonctionnements et que du handicap, mais je pouvais avoir aussi des vrais moments de sidération et d'incompréhension sociale, qui étaient finalement très masqués par l'hyperactivité. Un enfant qui bouge tout le temps, qui saute partout, qui va d'une chose à l'autre et qui a le caractère aussi que j'avais. Voilà, je suis quelqu'un de curieux, j'ai été très intrépide de par mon hyperactivité. Heu, J'insiste là-dessus parce que je crois que quand on rentre dans un aspect médical, l'aspect personnalité et caractère de la personne est peut-être parfois sous-évalué et on rentre, on n'est plus qu'un amas de symptômes et ça, moi, je l'ai vu aussi dans mon parcours puisque je suis professionnelle également aujourd'hui et du coup, je crois que les clichés sont beaucoup dus aussi à certes des fois un tableau clinique qui devient un peu un cliché, mais aussi je pense une personnalité des personnes qui sont associées à ce tableau clinique. Alors on le voit dans l'autisme, hein, il vaut mieux être en retrait, pas trop parler, si vous êtes en plus autiste et timide, c'est mieux et puis, hyperactif, bah, on le voit aussi justement dans les femmes hyperactives qui sont peut-être moins diagnostiquées parce qu'on a plus une représentation masculine. Alors manque de chance pour moi, j'ai une divergence de genre et j'ai plutôt un profil masculin. Donc aujourd'hui, tout ce qui est apporté au niveau de l'autisme au féminin d'ailleurs ou le TDAH chez la femme ne m'aide pas non plus. Voilà, vous voyez, c'est pas de peau, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à rentrer dans des cases, même quand les cases sont un peu exceptionnelles. Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'en même temps, la divergence de genre, elle est plus fréquente qu'on ne le pense et moi, j'étais garçon manqué très, très tôt. Je m'interroge sur la divergence de genre, vraiment dernièrement, hein, parce qu'il y avait une représentation de la divergence de genre, où je ne me reconnaissais pas avant parce qu'on ne parlait pas de divergence de genre, donc je ne suis pas trans, voilà, je voyais pas du tout ces choses-là, mais vraiment très, très jeune, voilà. C'est quelque chose par contre qui fait vraiment partie de moi depuis que je suis enfant. Je crois qu'à l'âge de 4 ans, j'ai essayé de faire pipi contre les arbres comme les garçons et vraiment tout mon parcours est très, très marqué par ça. Donc forcément ça joue aussi sur les représentations, en fait, que l'on peut avoir entre une époque où il n'y avait pas de représentation, voilà, et une époque où on a commencé à avoir des représentations, mais très clichés. Donc l'autisme déjà, on ne parlait pas. Le TDAH est arrivé, voilà, plus tard et je collais pas non plus forcément, toujours à cette définition-là, avec, des parents aussi et un environnement, hein. L'environnement, jouait beaucoup et une maman, elle, qui avait un côté, très rigide et donc qui essayait vraiment de normer. Donc j'étais quand même une enfant qui partait le matin en habillée en bleu clair et en vert amande. Voilà et qui rentrait en maillot de corps après m'être battue et avoir grimpé dans les arbres. Donc c'était assez folklore. Ma maman a quand même fini par acheter une laisse, voilà, quand elle sortait en ville pour pas me perdre, ce qu'elle avait pas trop avec le vert amande et le bleu ciel.
Hem, il y avait une variabilité qui faisait que je pouvais d'un seul coup avoir des moments où je ne parlais plus, où j'étais, complètement en dehors du groupe quand je ne maîtrisais pas la situation finalement et quand je ne décodais pas les situations. Le fait d'être avec les garçons par contre, m'a beaucoup aidée parce que les garçons sont beaucoup plus, dans le mouvement et ont des jeux qui sont quand même, moins subtils. Les billes, construire des cabanes, se courir après, ça je maîtrisais bien. Hem, Par contre, tout ce qui était également, jeux de filles, c'était aussi des choses qui m'échappaient complètement. Heu, j'ai des souvenirs assez anciens et même en maternelle où en plus, j'étais dans une classe maternelle qui était encore en plus assez fichée filles-garçons. Ce qui est, je sais pas, peut-être dans les fin des années 70, c'était encore, donc les garçons avaient le droit d'aller à un moment donné, il y avait des activités jeux de construction, les garçons avaient le droit d'aller faire des jeux de construction et les filles étaient avec des baigneurs et donc comme je n'étais pas autorisée à aller aux jeux de construction, j'ai fini par démonter le baigneur et j'ai dit à la maîtresse que moi je construisais un baigneur pour le réemboîter, au niveau des membres. Voilà, donc par contre le faire semblant n'était pas accessible et tout mon fonctionnement en fait perceptif et mon mode de pensée était lié vraiment à l'autisme, heu, ce qui fait que dans cet aspect-là, heu, ça prenait le dessus sur le TDAH et donc là, en fait, c'est pas que j'étais calme, c'est que j'étais parfois sidérée par les situations et la sidération, qui pouvait être, durer un certain temps, parce que je cogitais, ça passait en boucle dans ma tête, faisait que je pouvais avoir comme ça des gens qui me connaissaient dans des états, où j'étais, dans de l'observation ou bien j'avais des choses qui tournaient en boucle dans ma tête, et plus les relations sociales ont augmenté en difficulté avec le temps, plus finalement l'hyperactivité, c'est pas qu'elle a diminué, mais c'est que mon traitement de l'information perceptif, les aspects également, sensoriels qui étaient présents dans l'enfance, mais qui étaient finalement, plus facilement gérés parce que l'hyperactivité étant présente, je gérais beaucoup de choses à travers mon hyperactivité et le dans l'enfance, on me laissait être en mouvement beaucoup, ce qui était moins le cas en tant qu'adulte et en tant qu'adolescent. Fait que, la dépression aussi s'est installée après assez tôt, hein, c'était vraiment le tout début de l'adolescence, voire prépubère, ce qui a engendré d'autres troubles. Donc moi, j'ai vraiment connu cette difficulté un peu après. Je peux pas dire que j'ai souffert tant que ça de mon hyperactivité, enfant, ni vraiment d'ailleurs de mon autisme. Je trouvais beaucoup les gens bizarres autour de moi, mais je me posais pas trop de questions par rapport à moi. Donc jusqu'à 7 ans, mmh, ça allait, mais à 7 ans, j'ai commencé, à me poser des questions. Je sais que ma maman me rapporte, pareil qu'une fois je lui ai dit: «Maman, pourquoi tu m'as pas fait con?» Donc je me souviens pas par contre de cette remarque, mais là, je commençais à me questionner énormément. Donc je pense que ma précocité faisait aussi que j'ai commencé à beaucoup ruminer, beaucoup m'interroger sur pourquoi les autres faisaient pas comme moi ou n'avaient voilà, il y avait des choses comme ça qui me travaillait, mais j'étais toujours scindée entre, «Non, mais c'est les autres, en fait, qui ont un problème» et en même temps, j'avais une partie de mon cerveau qui ruminait et le fait que ça arrive quand même assez précocement dans mon parcours de vie a fait que le côté, anxieux et d'autres troubles sont arrivés parce que là, le manque de diagnostic et le manque d'accompagnement, forcément, a tendance à surhandicaper. Moi, c'est quelque chose dont je parle aussi, très fréquemment, et qui est à prendre en compte dans les parcours aujourd'hui des adultes qui sont notamment diagnostiqués tardivement. Il y a la question effectivement du diagnostic, on va dire premier, des troubles associés, éventuellement du diagnostic aussi différentiel, mais la question du surhandicap est vraiment, à mon avis, une question à part entière qu'il faut traiter et il sera certainement intéressant dans l'avenir, là, peut-être assez proche, de voir si les enfants d'aujourd'hui mieux accompagnés ont autant de troubles associés que notre génération, peut-être même encore celle actuellement, en étant diagnostiqués plus tôt et accompagnés plus tôt.
Est-ce que c'est un phénomène vraiment biogénétique d'avoir, quand même un certain nombre de troubles associés chez les adultes autistes? Ou est-ce qu'il y a aussi un phénomène d'errance diagnostique? Donc moi, c'est vrai que par contre, je pense que mon parcours est assez, significatif de cette lenteur des évolutions des classifications et notamment de cette approche catégorielle, versus l'approche, dimensionnelle. Donc j'ai une hyperactivité, un TDAH et vous allez voir que c'est pas si simple que ça parce que c'est même un TDAH sans A qu'on aurait pu me diagnostiquer alors que l'inattention est là aussi. J'ai une anorexie prépubère qui a été associée à une dépression adultoforme. J'ai une épilepsie en début d'adolescence, qui a été associée pendant des années à un trouble dissociatif de conversion mixte. Alors je vous passe, mais en gros, la caractérisation de ce trouble dissociatif de conversion mixte, c'est qu'il était en plus à tendance très, sensorimotrice. Donc évidemment, on avait bien repéré que j'avais des particularités, mais on mettait ça sous le fait que je pensais avoir des sensations qui n'existent pas. Voilà, donc c'était anciennement un peu un trouble hystérique, hein, les troubles dissociatifs de conversion mixte, et moi, c'était très ciblé sur mes particularités sensorielles, mais qui, avec, des charmants psychanalystes, hein, autour de soi, à l'époque, a pensaient que c'était, dans ma tête et j'ai eu par la suite le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, heu, qui a été, diagnostiqué au Québec parce que moi, j'étais juste avant, la naissance des CRA, des centres experts pour les adultes sans trouble du développement intellectuel, et il faut savoir que mon épilepsie a aussi été, à la fois découverte et reconfirmée donc après par un neurologue parce qu'en fait, elle avait déjà été diagnostiquée. J'avais pas, on est arrivé à ce moment-là aussi sur, l'ouverture des dossiers médicaux. Donc je l'ai découvert à ce moment-là. Elle a été objectivée, par un EEG pendant une hospitalisation où j'ai fait une crise qui était en fait une crise d'épilepsie et malgré tout, on m'a diagnostiqué pendant cette crise, j'étais hospitalisée pendant 4 jours, hein, c'était assez court, un trouble borderline posé pendant la crise qui objectivait une crise d'épilepsie et sans autre élément tangent psychiatrique pour diagnostiquer un trouble borderline. Là, j'ai jamais rien compris, mais en tout cas, le psychiatre qui a posé le trouble du spectre de l'autisme, du coup, a investigué, l'épilepsie qui a été reconfirmée par un neurologue, par la suite et j'ai été traitée, mais qu'à partir de l'âge de 20 ans, alors que, les premiers signes cliniques, de l'épilepsie, en fait, sont arrivés pratiquement au même moment que, le diagnostic d'anorexie, prépubère. Un tout petit peu après, donc je devais avoir, 12 ans et j'étais déjà anorexique depuis, 1 an. Une anorexie effectivement qui était, présente, mais, à forte connotation aussi, sensorielle. Moi, je reconnais tout à fait l'anorexie, au départ. Par contre, je la considère pas dans sa dimension mentale. Je me reconnaissais pas dans les mécanismes mentaux, de l'anorexie et voilà. Histoire de finir le tableau, on m'a diagnostiqué aussi un trouble anxieux généralisé et un HPI. Le trouble anxieux généralisé, et le trouble anxieux de manière générale, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, entre adultes. Alors c'est un des troubles les plus fréquemment associés, hein, aux troubles autistiques. Parfois, on a un peu de mal, et moi la première, à savoir si c'est vraiment un trouble associé ou en fait, on a du mal et je partage ça, hein, à savoir comment dans notre société aujourd'hui avec, bon, tout ce qui se passe, les évolutions parce qu'il y en a quand même, mais en fait, on a du mal à savoir comment on peut être autiste et pas anxieux. C'est Non, mais je vous pose la question, hein, mais alors ça vaut peut-être pour d'autres diagnostics aussi, hein, mais c'est à se demander si c'est vraiment un un diagnostic associé ou si, enfin, si on n'a pas tous une dose d'anxiété. C'est vraiment une vraie question, quoi, parce que cette histoire de troubles anxieux, alors je sais bien qu'il y a un seuil à atteindre, hein, mais
Voilà, c'est presque à se demander si parfois il y en a qu'on diagnostique parce qu'à la période où on l'évalue, ils sont effectivement un peu plus anxieux, mais c'est vraiment une vraie question. Et puis le HPI, ben, on vient de faire un beau chapitre justement avec, je crois bien que c'est Lucille qui est parmi vous, et c'est aussi la question finalement à laquelle on me demande, de répondre si j'oublie pas d'ici la fin. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est pas une force? Est-ce que le TDAH est une force ou pas une force? Est-ce que l'autisme est un super pouvoir ou pas un super pouvoir? Voilà, on arrive en fait, au prix de la compensation. C'est-à-dire que quand on vit avec, alors une particularité de fonctionnement, un handicap, une condition, hem, moi en tout cas dans mon parcours, hem, il y a très objectivement, à un moment donné, du surhandicap qui est arrivé par compensation. Je ne sais pas si d'autres en parlent beaucoup, si c'est que moi, je pense pas être quand même, unique, je dis toujours que j'en tiens une couche quand même, mais c'est-à-dire que j'ai des troubles qui se sont développés pour compenser d'autres troubles. Donc ça a été pour moi une forme de compensation, mais n'étant ni diagnostiquée, pour tout à l'époque et ni bien accompagnée, parfois on trouve des mécanismes qu'on estime, performants sur le moment, mais qui engendrent en fait d'autres difficultés. Et je donne quelques exemples. Alors parfois ce sont des stratégies, parfois c'est vraiment des mécanismes à part entière, mais voilà, quand je dis que c'est parfois des routines structurantes peuvent devenir des rituels envahissants, l'anticipation, ça peut devenir de l'hypervigilance anxieuse, voire pas j'ai pas été jusqu'à la parano, mais parfois on est, voilà, j'ai des pères, hein, qui basculent dans la parano et moi si je suis pas basculée là, c'est parce que j'ai été déjà accompagnée à ce moment-là et que parfois il faut vraiment des garde-fous et pouvoir avoir des séances où voilà, où il y a quelqu'un qui nous redonne bien tous les éléments, du besoin de compréhension à l'hypercontrôle, l'épuisement lié, des fois au fait qu'on est confronté à des multitâches et qu'on surcompense, mais vraiment jusqu'à une limite, où il y a des craquages très importants. Le fait que j'avais un trouble alimentaire, depuis la petite enfance et que j'ai eu un TCA, le trouble du comportement alimentaire, mais qui m'aidait aussi à tenir, à maintenir mon attention. Donc ça, on pourra en reparler, mais que ça soit, les effets du jeûne, sur la capacité de concentration ou, une sorte de grignotage aussi, mais comme j'ai pas la satiété qui pouvait aller parfois jusqu'à un vomissement et qu'on n'a jamais réussi vraiment à qualifier parce que c'est pas une hyperphagie, c'est pas de la boulimie non plus, enfin ça rentrait non plus dans aucune case. C'était très ritualisé, enfin et parallèlement, ça m'aidait en fait à me concentrer et à rester en place. Enfin voilà, il y avait vraiment, ça aussi c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon parcours et qui a, déclenché parfois, puis entretenu ou chronicisé des troubles, heu et qui en a développé d'autres. Et ça, c'est aussi, je pense, une conséquence, importante, je crois, dont on parle assez peu. En tout cas, alors moi, je lis pas beaucoup ce qu'écrivent les autres et j'ai jamais lu de toute façon, on m'a souvent offert des livres, mais j'ai jamais lu une biographie ou voilà, des choses longues parce que j'en ai plus la capacité aujourd'hui. Et l'autre chose dont je voulais également parler, c'est que je trouve on n'approfondit pas assez, heu, sauf depuis peu, j'en parle juste après, de cette hyperactivité cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup l'hyperactivité physique qui est qui est abordée, je trouve, dans le TDAH et après on parle du déficit d'attention et moi alors c'est peut-être lié au fait que quand on est c'est peut-être parce que je suis et autiste et TDAH et il y a en plus une épilepsie, voilà qui vient, par-dessus tout ça. Mais moi du coup des fois je me dis qu'il y a aussi, l'hyperactivité cérébrale et il y a pas non plus suffisamment de distinction, même si je sais que parfois elle est remise en question, mais pour moi la distinction entre l'attention et la concentration est quelque chose qui est très clair dans mon quotidien et la capacité de concentration, je l'ai, mais l'attention avec le problème des stimuli extérieurs, ça c'est un vrai sujet et du coup, je trouve que les tests qu'on nous fait passer pour le diagnostic ne sont pas non plus assez fins
sur ces aspects-là. Sachant qu'on a une avancée de la science qui peut être des fois très pointue et que quand on voit les questionnaires, hem, des fois ça me semble en fait très léger et heureusement qu'on a des très bons en fait professionnels qui sont là pour, creuser, pour, voilà, revenir vraiment sur des éléments. Parce que des fois c'est hyper déconcertant en fait de voir ce qui doit être exploré et les questionnaires qui sont posés. Voilà, j'ai lu juste j'ai vu qu'Imind, vous aviez déjà fait des webinaires et voilà, j'ai dit un petit résumé là et c'est vrai que j Pauline B qui parle de la façade de bon fonctionnement qui cache une lutte intérieure permanente et un perfectionniste qui devient une stratégie de survie, mais aussi une source d'épuisement. Stéphane aussi qui souligne que le HPI peut marquer le TDAH pendant des années. Voilà, je crois que là on est un petit peu aussi au cœur, hem, d'une invisibilité parfois, de la qualité de vie. Donc c'est des choses qu'il faut rappeler, quand on a parfois des représentations, du TDAH comme d'autres handicaps où on va ne montrer qu'un aspect. Donc moi, je suis arrivée et vous le comprendrez bien en ayant vu, la précédente slide, à une overdose à un moment donné des diagnostics nosographiques. J'avais vraiment l'impression, qu'à chaque fois que j'allais voir un psychiatre, on allait me poser un diagnostic et surtout que ça m'apportait rien. Donc moi, je pense que je fais partie peut-être des rares personnes aujourd'hui à pas du tout avoir été chercher mon diagnostic, de trouble du spectre de l'autisme. J'étais à l'époque déjà pré-diagnostiquée et j'avais une super, psychologue, qui m'avait vraiment, moi, fait sortir un pied de la tombe parce que moi, j'avais déjà un pronostic vital engagé. J'étais, psychiatrisée, j'étais pendant, en fait, la moitié de ma vie, enfin de 12 ans à 20 ans, j'étais la moitié de l'année en hôpital, surmédicamentée. Moi, je me déplaçais avec, à 15 ans, j'avais une petite mallette de médicaments. Je vous passe, je crois que j'ai toutes les molécules qui sont sorties. Ça devait être la seule chose sur laquelle j'étais à la mode. Heu et j'avais un pronostic vital engagé. Ça s'est joué à l'âge de 19 ans. Ma maman a déchiré une décharge où je devais partir en psychiatrie lourde et je pense que j'y serai toujours, ou que je serai plus là parce que j'ai un joyeux psychiatre qui m'a dit aussi que je passerai pas mieux dans le temps. Je crois que voilà, je fais que mes anniversaires. Je pense qu'à chaque fois, je me dis un de plus et c'est peut-être mon sale caractère qui fait que je suis encore là juste pour le contredire. Hem, donc moi, le diagnostic, je me souviens avoir dit, psychiatre qui m'a diagnostiqué que surtout s'il était pas sûr de lui, qu'il m'en pose surtout pas un de plus. J'étais arrivée à un moment de ma vie où ce que je voulais, c'était vraiment mieux vivre au quotidien. Et aujourd'hui, je crois que c'est une vraie question et c'est la question au travail, demain j'interviens sur, aussi le parcours de diagnostic et l'importance du diagnostic fonctionnel, l'importance du suivi, de qu'est-ce que ça va nous apporter au quotidien. Je crois que voilà, on est là dans, le vrai sujet aujourd'hui à mon avis pour les adultes. En tout cas, voilà, dans ce que je partage au quotidien et dans ce qu'on voit. Il faut que le diagnostic, je dis pas qu'il est pas important. Surtout en France, parce que de toute façon aujourd'hui, si on n'a pas un diagnostic, médical, on n'a pas ce qui va après. Donc c'est une question, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce qui est dommage, c'est de voir que parfois on a le diagnostic médical et ça suit pas après. Donc moi, je pensais à un moment donné qu'on ne pouvait plus rien m'apporter, que j'avais fait le tour de tout et je suis suivie depuis, bah, après le covid, hein. Voilà, moi j'ai très bien vécu le covid, mais pas du tout le retour à l'après-covid, et du coup, j'ai bénéficié là d'une remédiation cognitive et d'un suivi, TCC et je trouve ça, en tout cas, voilà, très intéressant de pouvoir avoir ces types d'accompagnement. Je regrette par contre qu'il manque, alors notamment dans le TDAH, moi avec, tout ce que j'ai d'autre, j'ai des aides humaines, dans mon quotidien et j'ai du coaching et je crois que c'est là où on passe peut-être à côté encore de quelque chose. C'est vraiment, cet aspect, l'accompagnement au quotidien, la reconnaissance en fait, du besoin de stimulation et de mise en pratique et de pas rester sur le théorique. Voilà,
Je vais terminer parce que je vois que l'heure a filé très, très vite, enfin le temps en tout cas qui m'était alloué. Je veux pas aller sur du négatif. Je reprends alors c'est une fameuse phrase de Nietzsche, mais c'est aussi un Allô? aveu de H. Oui, Vous nous entendez? oui, Ouais. On vous a perdu une seconde. je vais terminer, OK, je vous laisse voilà. on passera aux Je vais questions qui vous sont dirigées. Oui, voilà. Je vais conclure juste en disant qu'il y a pas que du négatif. Je ne dis pas qu'il y a pas, de force dans le TDAH. Je pense qu'il faut pas basculer par contre sur un conte de fées et penser que derrière un diagnostic, il y a toujours des super dons. Moi, je crois beaucoup en dans la les capacités des personnes. Je crois que le corps et le cerveau compensent. Quand il y a, voilà, des altérations. Je pense que certains peuvent développer du coup des vraies peut-être compétences, mais qu'en tout cas, il faut favoriser les capacités. C'est un peu différent que les capacités d'ailleurs, c'est-à-dire que ça implique aussi d'aller, chercher dans l'environnement les moyens de développer les capacités. Il faut reconnaître les potentialités de chaque personne, mais attention quand même, peut-être, à considérer aujourd'hui que derrière un handicap, quand on donne les moyens, il y a forcément un super pouvoir. Il y a une différence entre une compensation et un super pouvoir parce que je crois que de faire croire ça, ça peut aussi du coup dévaloriser énormément ceux qui n'ont peut-être pas forcément cette compétence supérieure. Certains l'ont et tant mieux, il faut le dire. Mais par contre, la compensation et la capacité, ça, c'est à mettre en avant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage qui, je pense, a parlé à de nombreuses personnes ici et qui, en tant que soignant, moi, m'évoque l'humilité que l'on doit avoir face à la question du diagnostic et à la nécessité d'une formation qui, parfois semble sur la complexité de ces diagnostics qui semble parfois dépasser certains professionnels de santé et pour autant, les troubles que vous venez de mentionner, Steph, sont, des troubles qui sont fréquemment associés aux troubles du neurodéveloppement, fréquemment TSA, TDAH, épilepsie, tous ces troubles vont ensemble et ça peut sembler aujourd'hui étonnant qu'on ne se soit pas davantage questionné sur, leur comorbidité, pour vous et on fait en sorte que maintenant la formation des professionnels soit différente pour que ça puisse devenir des automatismes, mais c'est encore en chemin. On va laisser maintenant, le public prendre la parole et vous poser quelques questions. Merci pour votre intervention. J'avais une question sur le contenu qu'on trouve du coup sur internet. J'ai l'impression qu'on a repris des témoignages qui sont absolument, stupéfiants dans le vôtre et ceux que vous évoquez, que je connaissais pas, donc je fais des petits efforts dans la présentation. Il y a à la fois des très bonnes choses que jamais vraiment comprendre et puis effectivement tout un contenu qui est pas du tout adapté et est-ce qu'aujourd'hui il y a un travail qui est fait pour trier ce contenu sur internet? C'est oui, je pose la question parce qu'apparemment je crois qu'il y a un collectif, c'est ça qui travaille sur la question de la stratégie des PMV. Oui. Est-ce que ça fait partie de la préoccupation de ce collectif, de se poser cette question-là et d'apporter au grand public, dont les soignants font partie, évidemment, voilà, comment distinguer le bon contenu du contenu beaucoup plus fallacieux sur Internet. Je pourrais répondre à la question, mais je vais laisser, Steph peut-être, prendre position, si vous le souhaitez? Bah, écoutez, je pense que là, la délégation interministérielle, justement, troubles du neurodéveloppement est en train de développer un référentiel des attendus en formation continue, dans les troubles du neurodéveloppement. Je pense que ça va dans ce sens-là. C'est un travail de longue haleine. Ça commence par la formation continue. Nous, on attend beaucoup aussi de la formation initiale, mais en tout cas, je crois que la conscience de ça, même si c'est long, c'est très long à mettre, en place et c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Il y a une veille, il va falloir faire une veille permanente, mais on a tous conscience de ça. On n'est peut-être pas tous d'accord sur le rythme et par quelle boule prendre et la vigilance à garder sur tout ça, mais s'il y a bien quelque chose sur lequel on est tous d'accord, c'est effectivement ce besoin d'avoir une veille scientifique et d'aller ensuite, s'assurer qu'au quotidien, partout, il y a une base qui soit objectivée sur la science, sur les bonnes pratiques, sur la HAS et qu'elle soit certainement aussi bien, entre guillemets, «googlisée» parce que ça, c'est un vrai problème aussi. Des fois, on tape sur internet et malheureusement, on tombe jamais sur le bon site alors qu'il y en a qui existent quand même. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles, en tout cas, on travaille, on est conscient et on sait qu'il y a encore du boulot à faire. On va prendre une dernière question et on passera, ensuite, à la pause déjeuner. Bonjour, il y aurait une question pour Steph et merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, ma question était au regard de votre parcours visuel admirable, quelle a été votre plus grande
discrimination ou votre plus grand préjugé, vécu? Et si vous deviez résumer, quelle a été votre plus belle réponse, face à cela? Peut-être curieusement, je crois que le plus grand préjugé, je le vis maintenant. Heu, je crois qu'aujourd'hui, justement, on est peut-être dans une période, heu, où, la multitude des troubles, alors je la vis pas seule, hein, mais je crois qu'aujourd'hui les troubles associés, et la parole des experts d'usage, est en train de vivre une période un peu compliquée. On en parle beaucoup, ça devient un petit peu un leitmotiv, qui est un peu utilisé, peut-être un peu manipulé par certains et qui peut vite être discrédibilisé aussi. Donc ben, le fait en fait d'avoir cette expertise d'usage, mais d'avoir aussi différents diagnostics, on se rend compte qu'il y a des jeux de pouvoir derrière et que finalement, selon comment ça arrange les personnes, on peut être un peu personne autiste ou finalement, je vois un peu mieux comment la santé mentale aussi peut être utilisée et considérée. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui aujourd'hui, peut-être parce que je m'ouvre aussi et on s'ouvre beaucoup avec la fédération à d'autres handicaps, me semble assez violent avec toute l'avancée que l'on a pu faire, et l'évolution avec l'ONU, avec les droits. Voilà et de voir aujourd'hui, des représentants qui peuvent jouer de ça, me semble grave et impactant. Et du coup, à contrario, je trouve que la communauté des personnes dépasse aussi les clichés diagnostiques et s'unissent pour des droits internationaux. Voilà, c'est-à-dire que l'Union pour la représentativité, pour l'accessibilité universelle, pour des notions comme l'autodétermination, on va arriver à un moment donné à contrecarrer finalement des choses qui, viennent, présumer l'incapacité des gens par l'étiquette diagnostique. Et je crois que ça, c'est un combat qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir, légitimer des actions collectives par une entrée par les droits. Et ça me semble important. Je crois que si on arrive à faire ça, on va devenir une vraie communauté citoyenne et pas juste, des groupuscules, d'étiquettes médicales qui s'opposent déjà entre elles et qui, du coup, essayent de convaincre avec une histoire de validiste, qui a peut-être, pour moi en tout cas, moins de sens qu'une défense des droits.